J'en profite pour saluer Chantal, avec qui effectivement j'ai beaucoup travaillé, vu que Bonjour Isabelle. mon postdoc sous ses directions à Mines Télécom. Bon, je n'ai que partiellement mon cerveau avec moi pour vous, parce que j'ai mal à la tête. Donc, je vais essayer de ne pas être trop flottante, d'être claire, de tenir le temps, toutes ces choses. Est-ce que vous pouvez me rappeler d'ailleurs combien de temps j'ai à ma disposition? 20 minutes. Je vous rappellerai à mi-chemin si vous voulez. Ok, volontiers. Voilà. Alors, j'ai partagé mon écran comme j'ai deux écrans. Alors, partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce que vous voyez Oui, mes deux ça va. Intelligence correctement? Vous n'avez artificielle. pas le précédent et le suivant, vous avez un truc correct. On a une page, l'intelligence Une page, artificielle. parfait. Ok. Alors, on y va. Donc voilà, mon intervention aujourd'hui va être de parler de l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on entend parler de plus en plus, on peut même dire de plus en plus à la mode. Euh, Pas toujours très bien situé et défini, mais en tout cas qui est certainement qui fait partie des domaines les plus en pointe de la transition numérique actuellement, et également un des domaines dans lesquels il y a le moins de femmes. C'est-à-dire que, pour poursuivre ce que disait Chantal tout à l'heure, quand un champ de savoir prend de l'importance dans le monde social, on constate qu'il se masculinise. Inversement, quand un champ de savoir perd de l'importance dans le monde social, il se féminise. Parmi les disciplines de l'informatique, il y a deux disciplines dans lesquelles les femmes sont extrêmement peu nombreuses. On vient de vous parler de l'entrepreneuriat, les startups de manière générale, mais également la cybersécurité, le big data et l'intelligence artificielle. Alors, le propos de ma présentation va être de dire, ça fait quoi? C'est quoi le problème? Après tout, actuellement, on est quand même dans un environnement, dans un univers numérique où il y a en gros 15% d'un sexe pour 85% de l'autre. Ça n'a pas été tout le temps comme ça, mais enfin, c'est comme ça depuis quelques années. Et on peut se dire, bah, ma foi, ça ne marche pas si mal. Pourquoi c'est un problème? Et j'ai le sentiment d'ailleurs, quand on revoit toutes les initiatives dont Chantal a parlé, qu'on a, ma foi, qu'on s'accommode assez bien de cette idée, parce que on ne s'insurge pas du fait que la transition numérique, c'est-à-dire ce qui semble être un sujet absolument incontournable, fondamental, finalement, se satisfait assez bien d'avoir 85% d'une population assez homogène aux commandes. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que dans l'intelligence artificielle, ça produit quand même une tech de moins bonne qualité. Alors, tout d'abord, dans le grand public, l'intelligence artificielle, c'est pas toujours très clair. Et quand je dis dans le grand public, pas forcément que dans le grand public. L'an dernier, non, il y a 2 ans peut-être, Elon Musk a attiré l'attention de la communauté sur les dangers de l'intelligence artificielle, mais dans ses propos, ça ressemblait plutôt à Terminator qu'aux dangers de l'intelligence artificielle dont je vais vous parler maintenant. Récemment, j'ai entendu parler de big data alors qu'on était en train de manipuler un tableau Excel. Alors, c'est sûr que big data est un terme qui est un peu plus vendeur que le tableau Excel, mais somme toute, le tableau Excel était très grand. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que c'était du big data? Dans ces questions, est-ce que l'intelligence artificielle va dominer la société bientôt? Alors, ma foi, on parle d'AlphaGo qui a battu le champion mondial de Go en 2017. Ça fait un choc. Le Go, devant les échecs, semblait résister à l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, AlphaGo a continué à jouer avec lui-même, de sorte que, par auto-apprentissage, il est devenu extrêmement performant. Mais en même temps, alors à droite, je vous ai mis la retransmission d'un match de foot en Écosse, où le système de reconnaissance qui devait suivre le ballon a méthodiquement suivi le crâne
chauve de l'arbitre en le confondant avec le ballon. Donc on a simultanément une intelligence artificielle ultra spécialisée qui est capable de gagner au Go, mais un enfant de 3 ans est complètement capable de distinguer le crâne de l'arbitre du ballon. Donc pour l'instant, on est bien dans ce qu'on appelle une IA faible, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle n'est pas réellement intelligente. Le danger immédiat, c'est pas Terminator, c'est des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup moins de l'amour. On ne fera pas que théorie du complot avec ce dont je vais vous parler. Néanmoins, on a quand même une tech qui est en train de se diriger avec des contenus qui ne vont pas être inclusifs. Alors, on va laisser tomber les fantasmes technicistes, les fantasmes d'automatisation, les fantasmes de contrôle, pour regarder d'un peu plus près les problèmes que peuvent causer une intelligence artificielle qui ne serait pas raisonnée, puis surtout qui ne serait pas mixte. Et pour ça, je vais citer un ancien physicien, philosophe des sciences, qui s'appelle Lévy Leblond, qui insiste sur le fait que cette question de partage du savoir, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les études informatiques, dans le monde numérique, plus d'informaticiennes, c'est pas tant de partager le savoir scientifique, parce qu'in fine, c'est avant tout de partager le pouvoir scientifique. Qui va être capable d'avoir un avis sur la technoscience, qui va sentir que son avis est légitime, pouvoir se permettre d'avoir cet avis sur le développement de la technoscience, pouvoir choisir les orientations de la recherche, avoir un pouvoir de décision. Actuellement, plus de femmes dans le numérique, mais je pourrais aussi dire plus de personnes racisées dans le numérique, c'est partager le pouvoir avec des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas en position de prendre des décisions sur la technoscience. Est-ce qu'on a réellement envie de partager ce pouvoir? Est-ce qu'on est prêt à admettre que les décisions que nous prenons en tant que population homogène ne sont pas forcément bonnes et encore moins universelles pour la société? Alors, les enjeux, ce sont ces 5 enjeux dont je vais vous parler au fur et à mesure. Des avatars stéréotypés, un apprentissage à partir d'un environnement stéréotypé, une moins bonne prise en compte des femmes de manière générale dans la transition numérique, des discriminations dans l'aide à la décision et des emplois, pas n'importe lesquels, impactés par l'IA. Alors, je vais aller assez vite sur ces différents éléments, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui se joue. Alors, les avatars qui surtypent un monde stéréotypé. Donc là, j'ai fait une petite moisson d'avatars. Donc, vous êtes en train d'acheter un abonnement au câble, vous êtes en train d'acheter un billet, vous êtes en train de poser des questions sur votre facture d'électricité. Vous avez Émilie, Léa, Inès ou Laura qui vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est toujours poli, qui est toujours à votre service, qui est toujours à votre disposition. C'est l'assistante idéale. Et l'assistante idéale, outre le fait que c'est des femmes, elles sont blanches, minces, jolies et brunes. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce qu'on estime que ainsi sera meilleure votre expérience client. Parce qu'une brune, on va être stéréotype, hein, est supposée être plus compétente qu'une blonde. Et puis parce qu'on suppose que personne n'a envie de voir des femmes qui seraient ni jolies, ni minces, ni blanches. Pourtant, je vous assure, dans le vrai monde, toutes les femmes ne sont pas ainsi, y compris les assistantes. Alors que par contre, voyez-vous, quand il s'agit de vendre un conseil financier, alors il est blanc, il est mince, il est plutôt pas mal, mais c'est un homme qui va vous conseiller en matière d'argent. Et évidemment, rien de tout ceci n'est un hasard. C'est du recyclage de stéréotypes au nom d'une expérience client qui serait meilleure. Pour autant, on sait que le monde extérieur est stéréotypé. Je veux dire, on sait très bien que dans les fonctions d'assistanat, les femmes sont surreprésentées. On sait très bien que dans les fonctions techniques, les hommes surreprésentés, mais le monde virtuel en rajoute. Il fait encore pire que le monde réel. Ça, ce sont les soi-disant humains artificiels de la société Neon, qui est une filiale de Samsung, au CES de Las Vegas. C'est pas du tout 2020, excusez-moi, c'était en 2019. Alors, ça a fait le buzz, hein. Les humains artificiels, bon, pas du tout. Le rendu est de très bonne qualité, mais les jeux vidéo étaient déjà capables de faire ce genre de rendu. L'intelligence, ils ont à peu près l'intelligence d'un agent conversationnel. Vous voyez, c'est un peu comme si vous parliez avec Siri. Donc,
on est très très loin d'humains. Et puis ils se sont vantés d'avoir fait toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, et toutes sortes d'origines ethniques, toutes sortes de tenues. Bon, et quand je demande qui n'est pas là, qui n'est pas représenté, bon, par exemple, moi, je ne suis pas représentée. C'est-à-dire, dans cette population qui est supposée représenter toute la diversité humaine, il n'y a pas de femmes avec des cheveux blancs, il n'y a pas de femmes un peu âgées. Des hommes, oui, c'est possible, mais chez les femmes, c'est pas possible. Les femmes ont plus tendance à être sexy que les hommes. Il n'y a personne en surpoids. Il n'y a personne qui ne soit pas valide. Et tout le monde est quand même plutôt joli. On est en train de créer un monde où tout un pan de la population réelle disparaît. Deuxième enjeu, l'apprentissage des stéréotypes. Alors, bon, j'aurais des tas d'exemples à vous proposer. La traduction automatique est un très bon exemple. Alors, Google Translate s'est fait alerter en 2017 sur sa façon de traduire le turc, qui est une langue où les pronoms sont neutres, et il travaille dur, elle est feignante, elle est infirmière, il est médecin, mais vous pouvez continuer à jouer avec le français et l'anglais. Et par exemple, j'ai essayé récemment, nous avons traduit depuis l'anglais they are computer scientists, ils sont des informaticiens, they are nurses, ce sont des infirmières. 10 minutes. Voilà. Donc effectivement, ça marche statistiquement. Infirmier, infirmière, en général, c'est du féminin. Computer scientist, statistiquement, effectivement, c'est du masculin. Et donc, on surtype à partir d'un corpus stéréotypé, on surtype encore ces résultats. Et puis, ces agents conversationnels, type Siri, Alexa, Cortana, etc., on a tenté, pour un rapport de l'UNESCO, le harcèlement sexuel envers elles, en l'occurrence, parce que c'est essentiellement des voix de femmes, même si certains peuvent parler avec des voix d'hommes, comme Siri, pour d'autres, c'est pas possible. Bon, quand on insulte sexuellement Siri, globalement, elle flirtait. Cortana, des fois, pouvait remercier pour le feedback également. Et donc, évidemment, là encore, on habitue à des interactions dans lesquelles des jeunes voix de femmes sont tout le temps polies et aimables, et éventuellement prennent relativement bien que vous les harceliez sexuellement. Alors ça, c'est plus possible, hein, c'est-à-dire chaque fois qu'en fait on détecte ce genre de problème derrière, les GAFAM qui n'ont pas envie d'un bad buzz sur la question réagissent et corrigent, mais il y a une correction coup par coup, il n'y a pas une prise en compte du problème. Récemment, avec deux journalistes de Lausanne, on a testé de demander à Siri où acheter des préservatifs et où acheter des protections hygiéniques. Les préservatifs, elle savait ce que c'était, les protections hygiéniques, elle n'en savait rien. Alors, ce n'est pas du sexisme voulu, volontaire. Là encore, je vous dis, en théorie du complot, ça ne va pas marcher. C'est simplement la population très homogène qui a développé et entraîné ces agents conversationnels. Elle s'est plutôt concentrée sur les activités qui l'intéressaient, elle. Et comme il n'y a que 10% de femmes, on a beaucoup moins de réponses qui pourraient concerner la sphère du féminin, la sphère des femmes. C'est le même phénomène qui a fait en sorte que je vous parle de Tinder après, excusez-moi. C'est le même phénomène qui a fait en sorte que dans les applications de santé de nos téléphones, le monitoring des cycles menstruels sont arrivés très tard. Et pourtant, c'est facile à monitorer, c'est pratique à monitorer, mais ça n'intéressait pas beaucoup de monde parmi les personnes qui programmaient, mais quand même la moitié des personnes qui utilisaient. Alors, il y a aussi un usage sciemment sexiste de l'IA. J'insiste là-dessus parce qu'on parle beaucoup des biens inconscients. Alors, OK, il y a des biens inconscients. Précédemment, comme je vous disais, ce n'était pas fait exprès. On peut appeler ça des biens inconscients. À partir du moment où on pointe le problème, quand la correction est faite juste à la marge, ça ne devient plus vraiment un bien inconscient. Mais c'est aussi une façon de se dédouaner en disant, vraiment, si j'avais su, tout cela sont des biens inconscients dont nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas coupables et toutes ces choses. Il y a aussi un usage sciemment sexiste de l'IA, c'est ce que fait l'algorithme de Tinder qui travaille à exploiter financièrement la frustration masculine. C'est-à-dire comment fonctionne l'algorithme, comment fonctionne Tinder. Eh ben, il y a beaucoup plus de profils d'hommes que de profils de femmes. Et ils font une analyse des profils d'hommes, ils estiment quels sont les hommes qui vaut le coup d'être présentés et lesquels ne valent pas le coup d'être présentés. Alors, comment vous valez le coup d'être présenté? Valez le coup si vous apparaissez sexy ou si vous apparaissez riche.
une analyse du décor autour de vous, vous donne des infos sur la question. C'est-à-dire que si vous prenez avec en arrière-plan, par exemple, le Golden Gate, alors que vous habitez Paris, vous êtes considéré comme d'une classe sociale supérieure que si vous mettez simplement des photos de votre appartement. Donc un certain nombre d'éléments, plus une analyse de qui vous êtes ou de ce que vous pouvez décrire ou des photos que vous mettez à disposition, va vous donner plus ou moins de valeur et va vous mettre en avant. Et bon, le but de Tinder, c'est pas de former des couples amoureux pour toute la vie, hein, c'est de faire des appariements ponctuels qui semblent donner satisfaction. Dans le système d'appariement, il appariait plus volontiers les hommes à niveaux sociaux supérieurs à ceux des femmes, parce qu'ils jugeaient qu'il y avait plus de chances que le match fonctionne. C'est un usage sciemment sexiste de l'IA. Alors, une moins prise en... Alors là, on est vraiment maintenant dans une tech qui marche moins bien. La reconnaissance vocale, pendant assez longtemps, et c'est toujours vrai, plus à la marge, mais c'est toujours vrai, reconnaît moins bien les voix de femmes que les voix d'hommes. C'était très net au moment des premiers GPS, où même depuis le siège passager, la voix d'homme était mieux reconnue que la voix de femme, même si elle était au volant. Parce que ces systèmes de reconnaissance vocale avaient été étalonnés essentiellement, voire exclusivement, sur des voix d'hommes, avec a posteriori des discours complètement sidérants que j'ai pu lire sur le fait que c'était plus facile de reconnaître des voix graves que des voix aiguës. C'était question d'apprentissage. Et actuellement a été mis dans le domaine public toute une banque de voix pour entraîner comme ça de la reconnaissance vocale. Ce qui a été mis dans le domaine public, cette banque de voix, il n'y a que des voix d'hommes. Donc on n'est pas encore sorti. Alors effectivement, si vous parlez avec un fort accent du sud-ouest de la France ou avec un fort accent valaisan, l'intelligence artificielle va avoir plus de mal à vous comprendre également. C'est que simplement, il y a une population homogène, dominante, qui est supposée être l'universel de la population qui interagit. Dans le domaine de cette reconnaissance vocale, on avait un phénomène annexe tout à fait curieux, c'est que ça amenait des femmes à dire ça marche jamais avec moi ces trucs-là, et donner en retour une espèce de sentiment d'incompétence. Alors effectivement, ça marche moins bien avec elles, mais c'était pas elle qui n'était pas adaptée à la technique. Pour le coup, c'était la technique qui n'était pas adaptée à elle. Et puis on a vu, alors récemment, euh, il y a des livres qui sont sortis sur la question et qui ont montré comment, par exemple, euh, les crash tests pour les voitures, les mannequins tests étaient des personnes d'1,70 m et de 80 kilos, ce qui correspond à un gabarit standard d'homme. Alors ça ne correspond pas non plus à tous les hommes, ça correspond plutôt pas aux femmes. Et puis si vous regardez également le téléphone portable, vous voyez mon téléphone portable, il est trop grand pour moi, il est trop grand pour ma main. Je ne peux pas prendre une photo pendant que je le tiens en main, je ne peux pas taper, il me faut absolument deux mains. Il a été fait sur la taille standard d'une main d'homme qui est plus grand que la mienne. Donc, ça fait une tech moins inclusive et puis ça fait aussi que des personnes ont un rapport à l'outil technique moins confortable, sans forcément savoir comment ça se fait que leur rapport est moins confortable. Parce qu'effectivement, cette tech n'a pas été faite pour eux, ou en l'occurrence pour elles. Donc, on se trouve dans un discours un peu double qui est de dire les femmes ne vont pas vers la tech, n'ont pas envie d'aller vers la tech, mais en même temps, cette tech ne semble pas être designé pour elles, ne semble pas vouloir leur parler, s'adresser à elles et les inclure. Et puis, la discrimination dans l'aide à la décision, alors, comme je vous l'ai déjà dit, les bases de données, enfin l'intelligence artificielle, le big data, utilise des bases de données qui sont préalablement biaisées. C'est-à-dire notre univers n'a pas encore réalisé l'égalité homme-femme. Quand on prend par exemple des corpus du domaine public de texte et la littérature d'avant les années 50, je ne vous cache pas que si aujourd'hui la place des femmes dans la société c'est pas encore ça en termes d'égalité avant les années 50, c'est une catastrophe. Donc on a des IA qui ont des jeux de vocabulaire datés, mais qui de toute façon, quand bien même ils utiliseraient l'existant, l'égalité n'étant pas réalisée, elle se base sur des données biaisées. Alors, à CV équivalent, par exemple, on sait que les hommes sont mieux payés ou plus facilement embauchés que les femmes, qu'à dossier équivalent, les prêts sont plus volontiers accordés à des projets d'entreprise portés par des hommes que par des femmes, à tel point qu'il y a même eu du testing. On a fait soit des dossiers anonymes ou alors des femmes qui ont fait des startups qui ont créé un
un partenaire, un associé homme, simplement pour pouvoir entrer en contact plus facilement avec d'autres partenaires. À Deux carrière minutes. équivalente, les hommes sont souvent promus ou sollicités pour siéger dans des lieux d'influence plus que les femmes. À bulletin scolaire équivalent, les garçons de milieux favorisés sont plus facilement orientés en sciences et techniques que les filles du même milieu social. Et alors, on a le magnifique exemple d'Amazon qui avait fait un système d'intelligence artificielle pour recruter automatiquement du personnel. L'automatisation, ça leur a plutôt réussi. Donc, ils ont commencé à recruter ils ont voulu l'automatiser. Bon, ben, ils se sont rendus compte que dans les CV extraits, eh ben, essentiellement, il n'y avait que des hommes. Donc, ils ont dit, ah, on a une IA sexiste, c'est problématique, on ne va pas l'utiliser. Non, ce n'était pas l'IA qui est sexiste. L'IA a très bien su, a très bien reconnu comment Amazon gérait son système RH, et donc elle l'a reproduit. Ce n'était pas l'IA qu'il fallait jeter et utiliser comme bouc émissaire, il aurait mieux fallu regarder son propre système RH. Et là, je vous parle des questions de genre, mais les questions d'ethnicité sont également prises en compte. La reconnaissance faciale aux États-Unis a tendance, d'une part, à avoir plus de mal à reconnaître les Noirs entre eux et entre elles, plutôt que les Blancs entre eux et entre elles, et les systèmes de prédiction de la récidive qui ont été mis en place avaient tendance à davantage prédire de la récidive chez des Noirs et de sous-prédire la récidive chez les Blancs, de sorte que finalement leur fiabilité était d'environ 50%, c'est-à-dire en gros pile ou face. Et enfin, des emplois impactés par l'IA, je finirai par cette slide. On pourrait dire que l'IA peut également corriger des biais sexistes et des préjugés, puisqu'on pourrait demander à l'IA de ne pas tenir compte d'un certain nombre de dimensions ou éventuellement d'en favoriser d'autres. Et on parle également actuellement beaucoup du fait que des métiers comme avocat, médecin, enseignant peut-être, pourraient être éventuellement remplacés par des intelligences artificielles, que des jugements pourraient être rendus automatiquement, etc. Je ne doute pas que les personnes qui font actuellement ces métiers, qui sont des professions intellectuelles, sauront trouver une tribune pour défendre leur position et leur spécificité. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que dans l'aide sociale aux États-Unis, un certain nombre d'assistantes sociales commençaient à être remplacées par des systèmes de décision automatique, avec l'argument de dire que au moins ces systèmes d'attribution automatique des aides n'étaient pas racistes, contrairement à ce personnel de l'assistance sociale. Alors en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que d'une part, le racisme de ce personnel-là, on n'y peut rien. Ça vaut pas la peine de les former, par exemple. On ne le dépassera jamais. Et puis, on est en train de remplacer une subjectivité féminine. Les femmes sont toujours accusées d'être subjectives. Et ce personnel-là, c'est très, très majoritairement des femmes, par une prétendue rationalité masculine, celle des programmeurs qui sont surtout des hommes, mais cette IA, sa rationalité, entre guillemets, elle ne sort pas du néant, c'est des décisions qui sont prises en amont, et ces décisions ont été prises également par une population très homogène, donc d'hommes blancs, en général des classes socio-professionnelles supérieures, que l'on va supposer être rationnelles et prendre des décisions universelles. Alors, des solutions, il y en a un certain nombre, je vais pas, enfin, des pistes de solutions, il y en a un certain nombre, je ne vais pas m'attarder dessus. Plus de mixité dans les métiers du numérique, oui, c'est une solution. Travailler sur la transparence des algorithmes, c'est une autre solution, mais qui est loin d'être simple. Se poser des questions sur l'algorithme fairness, c'est-à-dire de l'équité by design, en quelque sorte, que l'on pourrait implémenter dans les algorithmes. Et puis ensuite, poser des critères anti-discrimination à l'IA et où évidemment, à la fin, ne pas se cacher derrière l'IA et garder la main pour prendre des décisions à partir de quelque chose qui n'est que de l'aide à la décision et pas la décision à la place de l'humain. Voilà, je vous remercie.